Et on va maintenant, on a vu qu'il pouvait y en avoir beaucoup, qu'il y en avait qui dormaient, on va savoir si on peut les voir, même si elles dorment. Et donc je vous présente M. Quéroux qui travaille à l'hôpital Tenon et qui est un des parts pour moi du PET-scan. Il va nous donner un petit peu son idée sur les métastases synchrone et d'autres, probablement. Une lourde responsabilité. Je suis un modeste praticien. Moi, je vais essayer de... Vous m'entendez? Oui? Oui? Très bien. Donc, je vais essayer de répondre à la question. Et j'ai trouvé la question difficile. Alors, en bon oriental, j'ai trouvé une astuce. Je l'ai reformulée à ma manière. On m'a demandé de parler, de détecter les métastases synchrones. Quelle était la place de la TEP-TDM? Et moi, j'ai vu ça, TEP-TDM en oncologie, un nouveau standard pour la stadification, et en particulier la stadification métastatique, puisque c'est l'enjeu du débat aujourd'hui. Alors, quel requis demande-t-on à une modalité d'imagerie pour qu'elle soit enfin reconnue comme un standard en oncologie, en particulier pour la stadification, qui reste le pilier de la prise en charge de tout cancer, ce fameux TNM, découverte française par ailleurs et classification française de l'IGF. Détecter d'abord cette modalité doit être capable de détecter une caractéristique phénotypique du cancer. Idéalement, ça devrait être un bon biomarqueur du cancer. Ça doit être une technique sensible, donc permettre un diagnostic assez précoce et rapide de la présence ou pas de métastases ganglionnaires ou extra-ganglionnaires. Elle devrait être aussi, et c'est difficile, en même temps spécifique, dans le sens où elle va pouvoir remplacer ou réduire l'utilisation d'autres méthodes. Et plutôt qu'être supérieure aux autres modalités, donc ne pas s'inscrire dans une approche de compétition, de l'un meilleur que l'autre, c'est surtout, elle doit être capable d'ajouter une ou des informations idéalement importantes et différentes au pluriel, surtout en termes de pronostic et en termes de prédiction de réponse au traitement. Donc c'est les fameux enjeux prédictifs et pronostiques. Et en fait, ces valeurs pronostiques et prédictives, elles devraient permettre une prise en charge personnalisée, ce que tout le monde a dit depuis tout à l'heure, l'entretien individuel avec le malade, par une stadification précise, on y revient, et un suivi optimisé, et une évaluation de la réponse thérapeutique, puisque si nous arrivons maintenant à maintenir en vie très longtemps nos malades métastatiques, en vie, mais métastatiques quand même, comme ça a été souligné pour la prostate. Donc ça va être un peu mon plan. On va essayer de répondre aux questions et voir si à la fin, est-ce qu'on a une réponse ou pas, tout en abordant un peu l'enjeu de la détection des métastases synchrones lors de la découverte d'un cancer. C'est ça la question. Alors, détecter une caractéristique phénotypique du cancer, un biomarqueur. Très bien. Je vais vous parler du traceur qui a eu l'AMM en 2000, donc depuis bientôt 18 ans, c'est en janvier 2000, qui est le glucose marqué au fluor 18. Donc, janvier 2000, l'AMM. Il s'agit d'un analogue de glucose sur lequel, en position 2, on a substitué un OH par un fluor 18 qui est l'émetteur de positons dont on va détecter les rayonnements d'annihilation. Il se comporte comme le glucose naturel. Il est phosphorylé par la première enzyme de la métabolisme glucidique. On a beaucoup de chance parce qu'il n'est pas reconnu par l'isomérase, il n'est pas déphosphorylé, et une fois qu'il est en 18-FDG6 phosphate, il n'est plus reconnu par les transporteurs membranaires de glucose, ce qui fait qu'il est piégé à l'intérieur de la cellule. Et la croyance générale, c'est que les cellules cancéreuses ont une consommation de glucose très élevée en aérobie, alors que d'habitude la glycolyse est anaérobie. Et je dis que c'est la croyance générale parce que, par exemple, quand vous regardez dans la maladie de Hodgkin, le pourcentage de cellules tumorales n'est que de 2 à 5%, alors que c'est un standard d'utiliser le glucose tel pour le bilan d'extension de la maladie de Hodgkin. C'est aussi une imagerie du stroma, et donc dissocier les cellules tumorales du stroma, c'est un peu difficile. Donc retenons pour la simplicité de l'exposé qu'il y a une consommation élevée de glucose. Et ça, j'aime toujours montrer cette diapositive, parce que déjà, pour l'ensemble de ses œuvres, qu'il poursuivait dans la suite des travaux de Louis Pasteur, Otto Heinrich Warburg a reçu un prix Nobel de médecine en 1931. Il a été nominé 2 autres fois, mais le régime nazi l'a empêché d'aller retirer le prix. Il avait démontré la chose suivante. Vous avez parlé tout à l'heure des lignées invasives de cancer du sein, je prends volontairement cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'a montré Warburg? Il a montré que déjà,
Ce qu'avait montré Pasteur, lorsque vous privez des cellules d'oxygène, eh ben c'est la fermentation de Pasteur. En hypoxie, elles vont consommer plus de glucose et produire plus de lactate. Mais la découverte de Warburg, c'était que même en présence d'oxygène, les lignées les plus invasives et agressives de cancer du sein vont quand même faire de la glycolyse alors qu'il y a de l'oxygène, ce qui est un phénomène assez paradoxal, mais qui n'est pas si paradoxal que ça. Et en fait, cette consommation de glucose en présence d'oxygène par la voie de la glycolyse, donc une glycolyse aérobie, le fameux phénomène de Warburg, ce qu'on appelle le switch glycolytique, est un phénomène qui a lieu très très tôt dans la cancérogénèse. Bien longtemps avant, ce qu'on a montré tout à l'heure sur les modèles, le switch angiogénique et la fabrication des vaisseaux. Donc ça a lieu très très tôt. Et ce n'est pas un modèle théorique. On a injecté ici des cellules transfectées pour devenir malignes à des souris. On a fait des images avec une tête animale. Ici, vous avez l'autoradiographie et ici l'histologie. Vous voyez que dès le stade pré-malin, vous arrivez à voir déjà un début de consommation de glucose par la captation de la FDG. Donc ça a lieu très précocement, bien avant le stade de cancer invasif. Et c'est donc une véritable caractéristique phénotypique du cancer. Alors je vous rappelle que l'année de l'AMM du FDG, ça c'était le paradigme du cancer, les fameux schémas de Hahnemann et Weinberg avec les 6 caractéristiques phénotypiques ou les 6 hallmarks du cancer. C'est la même année que, c'est une coïncidence, la même année que l'approbation du FDG. Et quand vous regardez cet éditorial en Science, on commençait, grâce au succès de la technique, notamment dans les bilans de l'info ici, à se poser la question de la dérégulation métabolique comme une caractéristique phénotypique du cancer. Si tant est que M. Hahnemann et Weinberg ont revu leur schéma avec tout ce qui a été publié entre-temps, et en 2011, on a inséré la dérégulation métabolique à côté de l'échappement immunitaire, donc maintenant on parle beaucoup d'immunothérapie, d'instabilité génomique, etc., comme une emerging hallmark, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Alors on peut sourire quand on pense que 80 ans auparavant, Warburg avait parfaitement déterminé ce problème. Très bien, donc je reviens à cette diapo, pour moi elle est clé. Ça veut dire que plus vous avez une consommation de glucose, et plus votre cancer est agressif. Donc ça c'est la lecture de gauche à droite. Maintenant on va la lire un peu à l'orientale, si vous permettez, de droite à gauche. Si je pars d'une situation où j'ai beaucoup de glucose au niveau d'une tumeur, je vais appliquer un traitement, quel que soit ce traitement. Idéalement, c'est un traitement chirurgical, donc j'enlève. Et je dois aboutir vers la gauche, c'est-à-dire à une diminution, voire idéalement, après une bonne chirurgie R0, zéro métabolisme selon Warburg. On va voir si c'est le cas. Donc ça doit être une technique sensible. Jusque-là, j'ai essayé de vous montrer qu'en utilisant le glucose, on touche à une caractéristique phénotypique du cancer, d'accord ? Ça doit être une technique sensible. Et là, je rends hommage encore à Pasteur, qui disait le jour où on sera capable de suivre les molécules à la trace dans le corps humain, ce jour-là, nous comprendrons bien des choses. Alors, pour avoir la barbe comme lui, j'ai pas son génie, j'ai mis 20 ans pour comprendre que ce que je faisais comme métier, la médecine nucléaire, n'était juste que l'illustration du rêve de Pasteur, parce que tous les jours, nous suivons des molécules à la trace pour en faire des images et essayer de comprendre et aider les cliniciens. Alors la TAP-TDM et la médecine nucléaire sont une vraie modalité d'imagerie moléculaire. Vous voyez qu'on injecte 10 puissance 6 à 10 puissance 9 fois mol par kilogramme de poids en concentration par rapport aux méthodes d'imagerie conventionnelles, et on est dans des concentrations de l'ordre de 1 molécule par cellule. On ne va pas voir une molécule, pas encore, pas pour l'instant. Et vous voyez qu'à ces concentrations-là, on est vraiment moléculaire et on ne perturbe pas les phénomènes biologiques. Donc c'est une imagerie qui est in vivo, sans perturber les phénomènes biologiques. Donc elle est vraiment sensible, puisqu'on est à des concentrations très très faibles. Elle est très sensible par rapport à d'autres modalités d'imagerie. Ici, un bilan d'extension de cancer du sein. Vous voyez les métastases osseuses. On est en TEP-TDM, c'est la fusion de la TEP en orange, le glucose et du scanner en dessous. Vous voyez un suivi évolutif. Donc on est 5 mois après un traitement hormonal. Je pointais volontairement cette métastase de l'ischio et vous voyez qu'au scanner, entre les deux, on voit toujours rien. Donc c'est vraiment une méthode plus sensible. Je prends le cancer du sein ici, mais on peut prendre d'autres exemples aussi. Ça doit être une technique spécifique. Idéalement, elle devrait remplacer ou réduire l'utilisation des autres méthodes. Mon ami David Greux à Saint-Louis et à La Rochelle a fait cette très très belle étude prospective. Dans le bilan d'extension, justement, de la recherche des métastases synchrones lors du diagnostic d'un cancer du sein, il a comparé donc des malades entre le TEP-FDG versus la prise en charge conventionnelle, c'est-à-dire les deux options 1 et 2 recommandées par l'INCa.
radiographie du thorax et écho-hépatique et ou scintigraphie osseuse, ou alors scintigraphie osseuse et scanner, et le résultat est très probant, le TEP FDG fait beaucoup mieux. Voilà un exemple. On est quand même dans un stade assez avancé, un T4N0, donc un 3B. C'est un luminal B, et grade 3, un canalaire infiltrant. Vous voyez que la scintigraphie osseuse ici est parfaitement normale, vue par les experts. On a un cancer qui est certes localement avancé, mais qui est N-, et vous voyez tout de suite là qu'il y a une métastase indétectable par la scintigraphie osseuse conventionnelle. Donc, quand je dis que ça doit être en même temps sensible et spécifique, tout dépend de l'utilisation. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, si vous avez dans votre cohorte que des scintigraphies osseuses, en fonction du stade, vous allez passer à côté. Je vais vous dire à peu près dans quel pourcentage on peut passer à côté, parce que ça a été étudié notamment par David Greux. Ici, une tumeur beaucoup plus avancée, donc on s'attend évidemment à avoir aussi des métastases. Finalement, vous voyez que ce n'est pas une question de taille de la métastase de la tumeur initiale. Ici, on est M1. Là aussi, on est M1. Pourtant, on est M3. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore clairement défini quelle population doit bénéficier. Mais en tout cas, nous avons une idée de ce qu'il faut faire et ne plus utiliser de scintigraphie osseuse dans un contexte de tumeur localement avancée parce qu'on pénalise le diagnostic, on sous-stadifie. Donc, plutôt qu'être supérieure aux autres modalités, on a vu, elle fait un peu mieux que le scanner, elle fait mieux que la scintigraphie osseuse, elle devrait pouvoir ajouter des valeurs, une autre valeur. Mais la supériorité, elle est très bien illustrée dans le cas des lymphomes en fin de traitement. Vous voyez deux masses, ici, au scanner. Malgré l'injection, on n'arrive pas à déterminer s'il y a une viabilité dans l'une ou l'autre. C'est des lymphomes non-Hodgkiniens avec une masse médiastinale résiduelle. Vous voyez avec quelle simplicité apparente. Le TEP permet de dire il y a encore de la maladie active à gauche, sur le patient A. Donc la supériorité est acquise. Elle devrait apporter une valeur pronostique. Alors est-ce que cette supériorité suffit? Est-ce qu'elle apporte quelque chose en fait? Alors, reprenons toujours le cas des lymphomes, ok, je vois qu'à gauche, j'ai encore une viabilité, une consommation de glucose. A-t-elle une signification sur le pronostic du malade? Oui, depuis déjà 2001, on sait qu'il vaut mieux être en fin de traitement TEP négatif, même si ce n'est pas parfait, c'est pas 100%, justement parce qu'il y a des cellules infra-TEP qu'on ne détecte pas, c'est pour ça qu'on n'est pas à 100%. Il vaut mieux être TEP moins que TEP plus, parce que quand vous êtes TEP plus après un traitement, vous êtes mort. Assez vite en tout cas. Donc il y a bien un apport pronostic. Et ce pronostic, du coup, il y a des problèmes du coup, à qui on va faire cet examen, etc. On a répondu à la question dans certains cancers, on travaille beaucoup pour essayer de préciser à quelle population faire cet examen, justement pour cibler le profil, faute d'avoir un profil génomique parfait, donc on peut cliniquement avoir des arguments. Ce travail de David Greux, prospectif, 254 patients, a permis de préciser les choses. En fait, vous changez la classification en détectant un M3, je dis bien, ou un M1 dans 10% des stades 2B jusqu'à une malade sur deux des stades 3C. Vous voyez qu'à 2A, c'est moins de 3% des malades, donc c'est peut-être pas chez ces malades-là qu'il faut prescrire un examen coûteux. Par contre, à partir du 2B, une malade sur 10. 3C, une malade sur 2. Oui, là vous changez l'impact et la prévalence d'une métastase. Donc c'est un facteur pronostique très très important. Chez qui? Nous ciblons les tumeurs localement avancées à partir du 2B, c'est-à-dire un N+ palpable, jusqu'au 3B. Et là, vous avez les schémas. Bon, ok, je passe là-dessus. Une image. Vous voyez ici un traitement, un cancer localement avancé, N+, palpable, c'était gros, et on découvre ici un N3 susclaviculaire qui passerait inaperçu parce qu'il est infracentimétrique, personne n'aurait pu le détecter, certainement pas le scanner ou la scintigraphie osseuse ou l'écho hépatique en tout cas. Ici, vous voyez une tumeur petit volume, profonde, il faut s'en méfier dans les cadrans quand ils sont plutôt internes. Ça a tendance à donner beaucoup plus de métastases extra-ganglionnaires ganglionnaires extra-axillaires et hépatiques. Ici, vous voyez, il y avait effectivement 2 métastases hépatiques quasiment indiscernables à l'échographie. Voilà, donc on cible la population chez qui. Vous voyez l'impact quand vous êtes M0 et M1, d'accord, entre imagerie conventionnelle et imagerie par TEP. Et également en M3 ou le cumul des deux. Donc, ok, c'est un examen sensible, il est relativement très spécifique selon le contexte, et il apporte une valeur pronostique incontestable, tout ça lorsqu'on fait juste un examen de stadification. Là aussi, par rapport à l'imagerie conventionnelle, c'est le travail qu'on avait vu tout à l'heure, là aussi, l'impact pronostique, tout en étant supérieur dans la détection des métastases, est parfait, mais on n'est toujours pas parfait, parce qu'on n'arrive pas encore à détecter des choses très petites.
Est-ce que cet examen est prédictif? On va essayer de voir. Oui, prédictif, c'est-à-dire est-ce que je peux prédire la réponse? Alors sur un examen baseline, c'est très difficile, on a des orientations. On a affaire à une maladie dynamique et donc il faut aussi une approche qu'on considère en imagerie dynamique aussi, c'est-à-dire faire un examen de baseline et essayer d'apprécier la réponse. Souvent on nous dit que vous n'avez pas de critères de réponse, c'est faux. Les critères européens ont été pionniers. En 1999, on avait déjà des critères bien établis de réponse au traitement en utilisant la TEP-FDG. Les Américains ont essayé de rattraper le coup en 2006, ils avaient pas mal d'essais, ils ont fait une conférence de consensus pour utiliser tous à peu près de la même façon la technique. Il y a un consensus international et une harmonisation au niveau international pour l'utilisation de la TEP. Vous voyez, il y a plus de 10 ans déjà que c'est en cours. D'ailleurs, les derniers critères portent le nom de leur mise à jour à Deauville, ça s'appelle les critères de Deauville, la classification de Deauville. Et les Américains sont arrivés en 2009 en proposant, donc de façon un peu ironique, persiste comme critère d'évaluation de la réponse. Donc les choses existent pour avoir cette prédictivité. Toujours dans un lymphome, un enfant de 8 ans, classé stade 2 avant la TEP, il devient stade 4. Vous voyez, il y a de nombreuses métastases ostéomédulaires. Là, on l'évalue après 4 cures. Il y a une réponse complètement complète, quasiment, après 4 cures de chimiothérapie. Et vous voyez là un petit panel des études de lymphome. Comme je vous ai montré tout à l'heure, TEP-, TEP+, c'est le cas un peu partout. Il vaut mieux avoir une réponse rapide sur les TEP d'intérim. Maintenant, on fait ça à 2 cures. Et quand vous négativez votre métabolisme glucidique, rappelez-vous la lecture de la diapositive de droite à gauche, vous avez un meilleur pronostic que si vous ne répondez pas. Cette évaluation du traitement et ce facteur prédictif peut être dès 24 heures lorsque, ici, vous avez un giste métastatique, vous donnez un comprimé d'imatinib, 24 heures après, vous êtes capable de prédire, alors que l'imagerie morphologique n'a pas bougé, les résultats à 5 mois et les répondeurs précoces à 7 jours ont 92% de survie dans les gistes métastatiques versus 12% lorsqu'ils ne répondent pas à J7. Vous voyez qu'il y a moyen d'évaluer très précocement des thérapeutiques parfois très très coûteuses avec un impact pronostic majeur tout en faisant un bilan d'extension initiale. Et donc, le scanner, tout le monde sait que ça ne répond pas très très bien sur ces gistes. Alors l'évaluation, je vais passer, on l'a fait précocement à J14 pour l'œsophage, pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, on le voit aussi pour le col, pour le poumon, pour plusieurs pathologies, pour le sein. Et on est capable, juste après une cure, de prédire la réponse histologique complète avec une bonne marge de sécurité, de l'ordre de 88% à peu près. Et on peut également aller beaucoup plus vite dans les évaluations des thérapies ciblées dans le poumon, par exemple. 48 heures après, vous savez si votre malade va répondre ou pas à une thérapie ciblée, alors que les critères radiologiques récistes sont de l'ordre de 1 mois. Je passe. Et par exemple, pour les nouvelles thérapies des mélanomes, par exemple, ici, DJ14, c'est une diapo que j'ai pris au New England, vous êtes parfaitement capable de savoir si votre malade répond ou pas. Quand vous connaissez le coût de certaines immunothérapies, vous y voyez aussi l'impact en coût-efficacité que cet examen peut apporter malgré son investissement initial. Très bien, donc on a apporté des valeurs pronostiques et prédictives. Est-ce que ça nous permet de prendre une prise en charge personnalisée? On va essayer de voir. Ici, je fais le bilan d'extension d'un cancer du sein, d'emblée métastatique. Vous voyez du foie, de l'os, du ganglion. Bon, on traite par hormonothérapie. Vous voyez la réponse assez significative. On ne voit plus que ce petit foyer osseux qui, curieusement, a redémarré un tout petit peu plus tard. Et quand on dit que la maladie métastatique est incurable, permettez-moi d'avoir un doute et un peu d'espoir quand même. Vous voyez que certaines métastases semblent plus curables que d'autres, puisque celles-ci, hépatiques et les autres, on ne les voit plus. Certes, on est à plus de 8 mois, mais quand même, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des métastases qui répondent quand même parfois. Et ici, toujours le même cas pour l'évaluation. Vous voyez ici cette métastase au niveau de l'ischio. On voit difficilement, sinon rien du tout en scanner pour l'évaluer. D'ailleurs, on exclut toutes les malades qui ont des métastases osseuses des critères récistes, et c'est bien dommage, parce que du coup, on se prive d'une évaluation sur ce qui fait quand même 70% des métastases. Alors, la personnalisation du traitement, ben voilà, c'est ça, en situation métastatique. On bénéficie de plus en plus dans le sein, mais dans les autres cancers aussi, je crois que dans la vessie, dans le rein, il y a des choses qui apparaissent maintenant, de nouvelles lignes. Et donc ça va permettre de faire la chose suivante. Ici, une rechute métastatique après un traitement bien conduit pour un cancer luminal B. Vous voyez les métastases, ok. On va tenter un premier traitement par les THER2+,
RH+, HER2+. Donc on va mettre chimio trastuzumab, on obtient une très très bonne réponse, un suivi clinique, la malade se plaint de nouveau du douleur du bassin, on refait la TEP de restadification, vous voyez qu'on voit apparaître des métastases, pas nécessairement celles qu'on avait avant, il y en a des nouvelles, une réactivation de celles qui existaient. Donc vous voyez que c'est pas parce que la TEP est négative qu'il n'y a pas de métastase, il faut le savoir. Mais on est toujours un meilleur pronostic quand on est TEP moins. Là, on va tenter une chimiothérapie par voie orale sans succès, voilà, un échec, puis on va changer de thérapie, ce que font tous les jours nos cliniciens à Lyon et ailleurs d'ailleurs, et vous voyez là on obtient une très bonne réponse et une rémission. Le but quelque part étant d'utiliser cette imagerie comme un biomarqueur, de maintenir la maladie métastatique la plus négative possible en TEP-FDG. Alors, nouveau standard, je vous invite, on n'aura pas le temps, à regarder le site, un user pour l'utilisation de l'imagerie qui est très récent, qui a été fait par le NCCN, et bientôt paraîtra sous l'égide de l'INCA. Un gros manuel qui revise toutes les indications auxquelles a contribué un peu toute la communauté de médecine nucléaire, ça va être un gros truc, mais je vous invite à voir le site du NCCN parce qu'il est très interactif, très numérique. Vous choisissez votre indication, vous cliquez et vous avez en fonction de la stratification quelle est la position de la méthode d'imagerie, toute méthode d'imagerie confondue. Ça va, le dépôt, la radiothorax, etc. Donc c'est très interactif, très ludique. Et ça vous permet de savoir comment, voilà, donc tout ça c'est pratiquement tous les cancers qui ont été faits. Et alors j'ai parlé du glucose, je dois m'arrêter, mais accordez-moi 5 minutes, c'est des choses intéressantes que je vais vous montrer. Des fois il y a des tumeurs où le glucose ne sert à rien. Ici, je vous présente un malade multimétastatique. Donc, personne ne va me croire, puisque maintenant vous savez regarder un TEP-FDG. Mais je ne vous mens pas. Le voilà, c'est le même. On est à 1 mois d'intervalle. C'est une humeur neurocarcinoïde du grêle pour laquelle le FDG n'est pas le substrat idéal. Ce n'est pas la dérégulation métabolique principale. C'est plutôt le métabolisme des protéines. Et vous voyez ce malade-là. Ce qui fait que maintenant on utilise depuis 2004, on a eu l'AMM pour la 18-fluorodihydroxyphénylalanine. C'est les travaux princeps de Françoise en travers, qui va succéder à professeur Talbot, et qui montre très bien, vous voyez ici, pardon, un FDG parfaitement négative avec une tumeur neuroendocrine, et puisqu'on parle de métastases synchrones, voilà, avec 2 grosses métastases hépatiques isolées. Donc on trouve la tumeur primitive qui n'était pas trouvée par les autres modalités d'imagerie. C'est d'ailleurs les métastases hépatiques découvertes à l'imagerie morphologique qui ont été points d'appel. On fait la stratification et là on peut donner avec suffisamment de précision l'indication d'une chirurgie ou pas qui sera décidée en RCP. Alors je passe, c'est un standard depuis 2004 également pour le bilan des phéochromocytomes. Donc avant de les opérer, faites un TEP à la F-DOPA, c'est traceur de référence. Et puis, pour montrer que la génomique, c'est très bien, mais qu'elle a des limites, j'aurais bien aimé débattre un petit peu avec votre biologiste. Vous voyez ici, je vais vous montrer des malades qui ont tous le même profil génomique, c'est-à-dire la même mutation, succinate déshydrogénase B de paragangliome. Ici, vous avez de la F-dopamine, ici de la F-dopa, c'est-à-dire le précurseur d'hydroxyphénylalanine, ici du FDG, et le vieux classique que j'ai connu quand je suis passé à Curie, on faisait ça chez les enfants, MIDG, iode 123, méthyliodobenzyl-guanidine. Et vous voyez que pour le même malade, vous avez des comportements métaboliques complètement différents. Pourtant, c'est la même mutation. Donc c'est bien l'hétérogénéité génomique. L'hétérogénéité métabolique, c'est mieux. Mais ça pose beaucoup de questions. Et du coup, quel traceur utiliser en fonction du malade qu'on doit prendre? Ici toujours, un paragangliome métastatique muté succinate déshydrogénase B. Vous voyez le précédent, la dopamine marche très bien, la dopa pas du tout. Ici, ni la dopamine ni la dopa ne marche, mais c'est le glucose qui va marcher. Donc ça soulève beaucoup de questions, on est loin, il y a beaucoup de travail et il faut travailler en même temps avec les chirurgiens et les anapathes et les biologistes pour essayer d'expliquer un peu un certain nombre de choses. On a remplacé aussi maintenant le Dotatoc, donc on cible les récepteurs à la somatostatine pour les tumeurs non carcinoïdes du grêle, pour qui c'est le DOPA. On essaie d'avancer aussi, c'est des tumeurs qui posent problème, parce que comme vous voyez, elles métastasent aussi, elles peuvent tuer aussi, même si elles sont d'évaluation lente. Alors ça c'est le générateur, c'est un peu une usine à gaz, et la technologie évolue très vite. Au point, vous voyez ici, c'était un tout petit gastrinome qui faisait 3 mm, le chirurgien n'a pas pu le palper, c'est impalpable, on l'a trouvé sur l'anapathe, mais on nous a fait confiance chez quelqu'un qui faisait un Zollinger et Nilsson, on ne trouvait rien malgré toute l'imagerie conventionnelle, il faisait 3 mm, vous voyez, on voit que ça, c'est hyper intense,
ça surexprime les récepteurs à la somatostatine, et le chirurgien a fait une duodénotomie, comme ça, voilà, parce qu'on était sûr qu'il était là. Et on l'a trouvé effectivement après des examens complètement négatifs. Vous voyez la puissance et la sensibilité de la technique. Donc, je passe, puisque vous avez aussi la colie pour la prostate. Avant d'opérer une prostate en particulier, lorsque on est dans un groupe de risque intermédiaire et surtout élevé, il vaut mieux s'assurer qu'il n'y a pas de métastase ailleurs. Donc il y a la choline et qui bientôt va peut-être être surpassée par le gallium-PSMA. Mais le PSMA serait marqué aussi par le fluor, enfin, il est dérivé. On travaille dessus en tout cas. Vous voyez, donc ça donne de très très belles images. Et là aussi, la scintigraphie osseuse devient caduque. On va économiser beaucoup d'argent en réservant des examens plus coûteux à des malades qui le méritent. Vous voyez ici le FDG complètement négatif avec une TEP-choline multimétastatique, avec une scintigraphie osseuse positive certes, mais peu informative sur le reste. Donc, je vais avancer. Pour les perspectives, il y a la TEP-IRM, 2 en domaine de recherche actuellement, une à la Pitié, une à Mont-d'Or, et une qui fait que du cerveau au CEA. Certes, ça va être très intéressant en fonction de l'organe que vous voulez utiliser et étudier, ici pour le sein. Mais j'ai choisi volontairement de vous montrer ça, parce que je connais un des physiciens qui travaille sur ça. Ça vient de Californie, comme pour changer. Habituellement, nous avons ces machines-là, vous voyez, c'est un anneau de cristaux détecteur en tête. Et c'est ce qui fait le coût de la machine, et c'est le lit qui se déplace pour faire l'examen corps entier. On en rêvait depuis longtemps, mais les coûts étaient prohibitifs, et il semble que maintenant, les coûts seraient très très vite amortis pour faire cette tête corps entier. Alors, tenez-vous bien, on peut faire un examen en apnée, 30 secondes. Et on réduit la radioactivité, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on est quand même radioactif, et donc c'est irradiant comme examen. On réduit la radioactivité d'un facteur 40. Vous voyez, on va injecter des choses infinitésimales, et on pourra répéter l'examen autant de fois qu'on veut, avec des traceurs différents. Quand se pose le problème du choix du traceur, avec des maladies qui sont très hétérogènes d'emblée. En fait. Voilà, c'est Simon Cherry et Ramsey Badawi qui vont échanger avec M. Cherry il y a longtemps sur la microtep, parce qu'à l'époque c'était aussi un des pionniers de la microtep animale. Donc voilà, pour l'instant il y a un scanner, ils viennent de publier les premières images chez le babouin. Donc je pense que la translation va se faire très très vite, et l'État américain, le NCI, a investi 15 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est bientôt, je pense que le prototype sera là dans les 3 ans. Voilà. Alors j'arrive à mes conclusions. Je pense que je vous ai démontré que la TEP au FDG, mais aussi avec les autres traceurs qui sont très très riches, sont désormais une modalité d'imagerie standard en oncologie, donc je l'affirme. C'est un biomarqueur in vivo, qui cible une caractéristique phénotypique majeure du cancer, qui est la dérégulation métabolique et pas seulement le métabolisme glucidique. C'est une technique très sensible, elle est en train de devenir de plus en plus sensible, vous voyez vers quoi on marche. Une technique spécifique, elle permet de réduire, remplacer avec avantage les autres modalités d'imagerie, et plutôt que d'être dans une approche de supériorité, elle apporte certainement des informations différentes, importantes, surtout en termes de pronostic et de prédiction. Tout ça dans le même temps et le même examen. C'est une espèce de one-stop shop, pardonnez-moi cet anglicisme dans l'Académie française, mais un examen, un espèce de, comme le bazar de l'hôtel de ville, vous trouvez tout dans le même endroit. Vous faites le diagnostic, le bilan d'extension, vous avez une idée du pronostic, vous avez une prédiction de la réponse, et tout ça, c'est pour permettre une prise en charge personnalisée, avec une stratification précise, un suivi optimisé, et une très bonne évaluation de la réponse thérapeutique. Merci pour l'invitation et surtout pour l'attention et la patience. Qui veut poser des questions? On est ébahi. C'est vrai que je pense que c'est l'examen qu'il faut faire. Le problème, est-ce qu'il y a suffisamment de machines? Est-ce qu'il y a suffisamment de machines et quel est le coût? Ah, très bien, j'ai prévu... C'est la question qu'on me pose à chaque fois. J'ai prévu une backup slide. Alors, je vais vous dire pour le coup. Les machines en France, on a eu l'avantage de l'inconvénient. On a commencé très très tard. Les Américains en 92, les patients français partaient avec le formulaire E112. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 90, ils prenaient le Thalys pour aller à Bruxelles, faire une TEP à 10 000 francs. Et puis ils étaient remboursés par la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est la pile de remboursement qui a incité la sécurité sociale à lancer le premier PHRC d'évaluation de machines qui étaient à l'époque considérées comme les têtes du pauvre, puisque c'était des gamma caméras modifiées. Donc on a commencé en 97 dans 3 centres, René Hulin, Avicenne et Tenon.
à évaluer cette machine du pauvre qui, tout en étant vraiment très rudimentaire, faisait mieux que l'imagerie conventionnelle. Parce que pendant longtemps, on a cru que ce n'était pas une très très bonne technique. Actuellement, donc, on a fini par rattraper les Belges et les Néerlandais qui étaient 10 ans d'avance, puisqu'on a posé d'emblée des machines qui sont TEP-TDM, on ne va pas passer par les différentes étapes de développement. Et actuellement, la carte sanitaire est respectée en France, puisqu'on est à un peu plus qu'une machine pour 1 million d'habitants. En Belgique, ils sont à 1 pour 500 000, puisqu'il y a d'autres indications hors cancérologie, comme en infectieux, maladies articulaires, maladies inflammatoires, etc. Et le coût, vous savez que c'est une notion très abstraite, ça dépend de la production que vous faites. Je vais vous donner une image par rapport au coût que ça représente dans un des pays qui en fait le plus, ou en tout cas qui a vu naître la technique. Voilà, ça c'est toute imagerie, c'est les dépenses imagerie aux États-Unis sur le coût de santé, c'est moins de 5%. Et parmi ces 5%, il y a 1% seulement pour la tête. Je pense qu'on est dans des chiffres pareils, mais ce serait intéressant de regarder ça de près en France, parce qu'on a la chance, je dis bien la chance, de pouvoir prescrire l'examen assez largement, l'AMM étant très tolérant, mais avec un bénéfice pour les patients qui est incontestable. Donc le coût, on est resté, il n'y a pas eu de remise à jour des coûts. Vous savez qu'actuellement, vous payez 1 000 € le forfait technique pour les 1000 premiers examens à partir d'une année fiscale, à partir du 1er janvier. Et ça descend à 550 quand vous dépassez à partir de 1001e patient. Actuellement, les autorités de santé nous demandent de faire à peu près minimum 3000 examens par caméra. Nous en faisons 3500, donc je peux vous dire que le prix de revient de l'examen est largement en dessous, en fait. C'est très très amorti. Actuellement, quand on a commencé avec la tête du pauvre, c'était 450 € ou 500 € la dose de FDG. Actuellement, sur l'appel d'offres groupé, qui quand même fait des avantages pour les hôpitaux, on a la dose à 180 € et honnêtement, en gérant avec 2 machines, elle revient beaucoup moins cher que ça. Ce qui fait que le coût est encore surestimé par rapport au service rendu en France. Voilà. Mais globalement, ça impacte peu le budget global de la santé. Et ce que nous faisons, nous, sans conflit d'intérêt, c'est de refuser l'examen quand il n'y a pas une indication. On nous envoie un luminal A, par exemple, un KI à 1%, on refuse même de faire la scintigraphie osseuse, puisque la sensibilité est inférieure, enfin dans ce cas-là, on économise sur beaucoup de choses pour le réserver aux malades qui en ont vraiment besoin, surtout en situation métastatique où vous avez vu, on l'utilise pour un suivi très personnalisé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant le PET scan? Merci beaucoup à vous. Merci de cette invitation. Bien, merci bien.